Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Dans cette chaîne, je profite de vous parler de l'évolution des espèces pour comprendre d'où viennent nos instincts. Pourquoi sommes-nous tentés par la médisance et quel rôle a-t-elle joué dans notre survie et notre développement en tant qu'espèce? Déjà, on est sur le même chemin que les ragots et la rumeur, dont j'ai fait déjà une vidéo. Mais pour la médisance et la calomnie, on va un peu plus loin. Alors, en premier, on va faire un petit rappel par rapport à une remarque que j'ai eue, où on nous dit de ne pas confondre rumeur et information. Alors peut-être que je ne suis pas assez rentré dans le détail, c'est pour ça que ça tombe bien pour notre vidéo sur la médisance et la calomnie. Il faut se remettre dans le contexte. Les premiers éléments de communication étaient des cris. Par exemple, on trouve beaucoup d'animaux qui communiquent pour indiquer qu'ils sont blessés ou alerter d'un danger. Les débuts de la communication, même chez Sapiens, étaient très limités. Donc on ne peut pas faire une distinction nette entre ragot, rumeur, bavardage, information. En plus, vous allez voir cet exemple, on pourrait croire que les premiers sons de communication étaient juste des informations de détresse ou d'alerte. Mais on trouve des animaux qui ont des moyens de communication certes rudimentaires, mais très malicieux. Justement, le drongos, qui est un oiseau noir, mangeur d'insectes qui se trouve sous terre, mais le problème, c'est qu'il n'a pas la capacité de creuser pour aller chercher les insectes. Donc, il a une astuce. Il vit en Afrique, dans des forêts ouvertes ou dans la brousse. Alors, vous savez sûrement que certains oiseaux ont des capacités remarquables pour imiter des sons. On voit sur Internet des oiseaux qui imitent le son, par exemple, des téléphones, des SMS. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. J'ai un ami qui avait un perroquet, un gris du Gabon. Lorsqu'il regardait la télé et que son perroquet était mal luné, il lui refaisait le programme de la machine à laver le linge. Mais attention, il lui refaisait tous les programmes, même avec l'essorage. Et s'il montait le son de la télé, le perroquet mettait le programme encore plus fort. Bref, revenons à notre oiseau, le drongo. Pour se nourrir et éviter de creuser, il a une astuce. Il imite le cri des suricates. Alors, les suricates, ce sont des petits mammifères qui vivent en communauté, qui ressemblent à des marmottes. Et en fait, il y en a un qui mène la garde, pendant que les autres creusent pour aller chercher des insectes. Notre oiseau profite de sa hauteur pour pouvoir alerter par le même cri nos suricates. Et quand les suricates sont suffisamment familiarisés avec les alertes que propose le drongos, notre oiseau donne une alerte alors qu'il n'y a pas de danger. Donc les suricates s'en vont et l'oiseau va aller manger les insectes qu'ont déterrés les suricates. On voit donc à travers cet exemple, et il y en a d'autres, que la communication primitive, même rudimentaire, peut exprimer de la tromperie. Il n'y a donc pas une chronologie obligatoire du genre cri de détresse, cri d'alerte, son d'information, bavardage, rumeur, médisance. Bon. Pour l'espèce humaine, le langage a apporté des avantages qui sont très importants. Prévenir des dangers, communiquer pour mieux s'organiser, échanger des informations. Et justement, dans nos échanges, il y a de la médisance. C'est quoi la médisance? La médisance, c'est le fait d'apporter à la connaissance d'autres personnes des faits sur quelqu'un qui sont réels, mais qui desservent la personne, qui ne sont pas glorieux, dans un but aussi de s'élever par rapport à cette personne, dans une intention de nuire à cette personne. Même si moralement, de nos jours, la médisance n'est pas souhaitable, elle s'est avérée relativement importante à la préhistoire. Sur le groupe, savoir si on peut compter sur une personne, cela peut être une condition de survie pour la tribu. Dans les temps anciens, la médisance permettait certes d'enfoncer quelqu'un, mais elle prévenait de la fiabilité de cette personne. D'autant qu'à la préhistoire, il n'y avait pas de diplôme ou de qualification, de checkpoint, pour savoir si on pouvait compter sur une personne. Que ce soit pour aller à la chasse, au combat, à la cueillette. Finalement, comme nous l'avons vu pour la rumeur, la médisance faisait partie de la construction de cet ordre social autorégulé. On retrouve aussi des choses communes au ragot, c'est-à-dire transmettre une information importante, comme un journal télé, qui va nous permettre de savoir si on peut faire équipe avec une personne. On trouve aussi les bons côtés qui vont permettre de souder le groupe,
en racontant les frasques ou les déboires de quelqu'un. On imagine qu'il est bien amusant de se retrouver autour d'un repas ou autour du feu pour se moquer d'une personne. Mais finalement, cela ressemble à ce que l'on retrouve dans un sketch à la télévision ou un film humoristique. Alors maintenant, on rentre un peu plus dans le dur. Dans la médisance, on trouve une dimension égoïste. Car d'accord, la médisance permet à la préhistoire de sélectionner la meilleure équipe pour aller à la chasse, mais elle permet aussi à celui qui la pratique de se mettre en avant, en écrasant une personne. Dans tous les cas, descendre les autres pour se propulser en avant, c'est bien un comportement qui a favorisé la transmission des gènes, pour celui qui l'a savamment utilisé. La médisance, c'est le moment où l'intérêt du groupe et l'intérêt individuel se télescopent. Si on regarde la calomnie c'est un cran au-dessus de la médisance. Ce sont des mensonges sur quelqu'un, des faits inventés, dans l'intention de nuire, d'attaquer la personne, d'attaquer la réputation, de descendre l'honneur de quelqu'un. La calomnie ne sert qu'à l'intérêt individuel. Quand on pratique la calomnie, c'est un acte égoïste. Bien que ce comportement ne soit pas correct, il s'est propagé et est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc il a favorisé au moins à une époque ceux qui l'ont pratiqué, de façon maîtrisée. Parce que dans la calomnie, il y a toujours le risque que ça se retourne contre la personne. Pour rappel, avec l'évolution de l'espèce humaine, les mutations génétiques sont le fruit du hasard. Dans ce hasard de l'évolution, on ne trouve aucune contrainte d'ordre moral. Pour résumer, dans la nature, le hasard part dans toutes les directions. Et ce sont ces expériences qui permettent de sélectionner les gènes qui vont s'imposer. Une image pour expliquer ce raisonnement que j'ai trouvé dans le livre de Richard Dawkins. Il prend une bouteille qui flotte dans l'océan Atlantique, au large du Cap-Vert. Si on regarde ce que fait la bouteille, avec les flots, on ne sait pas vraiment dans quelle direction elle va. Elle est ballottée dans tous les sens. Mais si vous laissez le temps faire, elle va systématiquement suivre le courant du Gulf Stream et finir par traverser l'océan Atlantique et se retrouver aux Amériques. Donc au final, si la médisance et la calomnie existent, c'est qu'elles ont apporté un avantage évolutif aux tribus qui l'ont pratiqué, du moins un avantage suffisamment important pour que les tribus ne l'ayant pas pratiqué ne sont pas là pour en discuter aujourd'hui. Comme pour les ragots, on retrouve dans la médisance un rôle de norme sociale dans une société de règles, de lois, dans un environnement préhistorique sans justice, sans diplôme. La personne qui ne rentrait pas dans le rang se faisait descendre par la médisance. De nos jours, et je pense que c'est là que l'on doit faire attention, les personnes ont fait leurs preuves en ayant un diplôme, en ayant acquis des compétences, mais on retrouve toujours de la médisance alors que notre système social est constitué pour que normalement tout le monde soit à sa place. Notre cerveau raisonne encore comme si on était à la préhistoire. On trouve encore de la médisance au sein d'une même entreprise, dans un même service, voire dans une même administration. On peut supposer que dans une entreprise privée, on peut se retrouver dans un esprit de compétition qui pousse l'être humain dans ses stratagèmes dans l'espoir de monter plus vite en grade ou de rebondir sur un autre poste. Pourtant, même dans une administration ou sur des postes de fonctionnaires où il n'y a aucun intérêt à dénigrer son voisin, on trouve couramment ce comportement. Finalement, on retrouve ce comportement de médisance et de calomnie qui est profondément ancré dans le cerveau humain. Et le problème, c'est que dans certaines entreprises, dans la famille, l'intérêt du groupe est souvent lié avec l'intérêt personnel. Donc il faudra réfléchir à ce point. Sans parler de la médisance ou de la calomnie en politique, où il faudrait refaire une émission. Bref, le mot de la fin. Comme d'habitude, nous devons traiter notre attirance pour la médisance et la calomnie avec notre cerveau par la raison, pour ne pas succomber une fois de plus à nos instincts. Merci et au revoir.